Un cerveau froid comme la glace, gravissant les sommets du monde souterrain néerlandais, naviguant sur un chemin périlleux jalonné de sang, de fortune et d'évasion spectaculaires. Mais qu'est-ce qui a poussé cet homme à devenir le visage de la peur et du crime aux Pays-Bas? Et comment a-t-il réussi à déjouer les autorités à maintes reprises, avec l'une des fins les plus intrigantes et troublantes jamais vues dans l'histoire d'une personne? La police néerlandaise a joué un rôle très suspect dans cette affaire et pourrait même y être fortement impliquée. Voici l'histoire de Stanley Hillis, également connu sous le nom de l'Ancien. Stanley Marshall Hillis est né juste après la Seconde Guerre mondiale, le 10 septembre 1946. Sa mère est Adriana Book. Son père, Stanley Hillis, était un soldat canadien. La relation entre ses parents n'a pas duré, et peu de temps après, son père a quitté le pays pour retourner au Canada. Très jeune, Stanley s'est retrouvé en difficulté. À l'âge de 14 ans, il était déjà enfermé dans une institution pour enfants en difficulté. Après 3 ans, il est autorisé à partir et vit dans une famille d'accueil. Tout cela ne lui a rien apporté de bon. Dans les années 70, Stanley est le chef d'un groupe de braqueurs. Ils étaient une trentaine et ensemble, ils semaient la pagaille à Amsterdam et à La Haye. Que ce soit pour cambrioler des maisons ou braquer des banques, ces gars étaient prêts à tout. Après plusieurs années de chaos, la police d'Amsterdam a finalement réussi à arrêter la majorité des membres du groupe. Le chef de la police a déclaré qu'après l'incarcération de la plupart des membres, la criminalité à Amsterdam avait diminué de 60%. Cela montre à quel point ce groupe de braqueurs était influent à l'époque. Mais Stanley n'était pas du genre à purger sa peine sans résister. Avant cette arrestation, il s'était déjà évadé de prison à 2 reprises. En 1984, il a réussi à s'échapper de la prison de Shuttersville à Alkmaar sans aucun outil ni assistant. Les gardiens de prison et les autres détenus restèrent sans voix en voyant Stanley grimper un mur de prison de 5 mètres de haut. En un clin d'œil, il était au sommet du mur et se laissait tomber de l'autre côté. Cependant, ce n'était pas son évasion de prison la plus impressionnante. Le 23 janvier 1985, il parvint à s'échapper de la Bijlmerbuis, une prison d'Amsterdam avec un détail particulier. Elle était partiellement entourée d'eau. Des semaines avant cette date, Stanley a commencé à rassembler des objets pour son plan d'évasion. Une corde et un crochet furent discrètement cachés dans sa cellule pendant des semaines. Il attendait, patient, les bonnes conditions météorologiques. Cet hiver-là était typiquement néerlandais, et la fin janvier s'annonçait très froide, avec l'eau entourant la prison gelée. Le 23 janvier, Stanley était convaincu que la glace serait suffisamment épaisse pour supporter son poids. Il saisit sa chance. En lançant son crochet attaché à une corde par-dessus le mur, il réussit assez facilement à escalader. Il s'échappa ensuite en traversant prudemment l'étang gelé et glissant. Juste comme ça, il venait de réaliser sa 4e évasion de prison, redevenant une fois de plus un homme libre. Ce qui se passa après son évasion fut assez inattendu et probablement jamais fait auparavant par un criminel. Alors qu'il était encore en cavale à la fin du mois de janvier 1985, Stanley Hillis jugea que c'était une bonne idée de participer à une interview télévisée. Oui, vous avez bien entendu, une interview diffusée sur la télévision nationale néerlandaise. Il s'est assis avec l'animatrice de talk show Sonja Barend, lourdement déguisée avec une perruque, une grosse fausse moustache et une énorme paire de lunettes de soleil. L'entretien a eu lieu en pleine nuit dans un lieu tenu secret. Stanley avait une raison intéressante pour agir ainsi. Selon lui, il avait très peur de la police. Il craignait qu'elle ne le tue dès qu'elles en auraient l'occasion. Il ressentait le besoin de raconter son histoire après qu'un journaliste, Jaap Youngbloed, ait réalisé une émission télévisée sur lui, le décrivant comme un criminel qui aimait résoudre les conflits avec des armes, le rendant ainsi extrêmement dangereux. En accordant cette interview, Stanley espérait refuter ce que Jaap Youngbloed avait dit à son sujet et changer le récit autour de sa personne. Il ne voulait pas être perçu comme un maniaque qui aime se servir d'armes à feu. Absolument pas. Avec le recul, Stanley Hillis a admis que de faire cette interview était la plus grande erreur de sa vie. Avant cela, il était inconnu du grand public. Mais après cette interview, il est soudainement devenu très célèbre aux Pays-Bas. Je suis vraiment curieux de connaître votre opinion sur sa décision de faire cette interview. Peut-être que s'il ne l'avait pas fait, la police aurait fini par l'éliminer. Qu'en pensez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Peu de temps après l'interview, il fut de nouveau arrêté. Il purgea sa peine de prison restante et à la fin des années 80, il redevint un homme libre. C'est à partir de ce moment que l'histoire devint encore plus intéressante.
À la fin des années 80, le monde souterrain d'Amsterdam était dominé par Klaas Bruinsma, qui était alors le plus grand baron de la drogue des Pays-Bas. Si vous n'avez pas encore regardé ma vidéo à son sujet, je vous recommande vivement de la faire après celle-ci. Stanley Hillis rencontra Klaas Bruinsma grâce à des amis communs et, avant qu'il ne s'en rende compte, il effectua des missions pour lui. À ce moment-là, Stanley n'était pas encore impliqué dans le trafic de drogue, mais après la mort de Klaas en 1991, cela devint inévitable. Une grande place dans le commerce de la drogue néerlandaise s'était libérée, attendant d'être prise. Presque naturellement, Stanley Hillis et ses amis Jan Femmer, Mink Kok reprirent la place de Klaas Bruinsma. En peu de temps, ils devinrent les acteurs majeurs du milieu. L'ecstasy, une drogue émergente à l'époque, avec un potentiel énorme. En plus de ce nouveau narcotique, ils faisaient également du commerce d'autres substances, comme le hashish et même des armes à feu. Une famille bien connue et redoutée du Liban était l'un de leurs fournisseurs d'armes, ainsi que le IRA en Irlande du Nord. Pendant qu'ils développaient leurs affaires, plusieurs départements de police se disputaient sur la meilleure stratégie pour combattre le crime organisé à Amsterdam. L'absence rapide d'une approche unifiée permit aux criminels de bâtir leur empire en toute tranquillité. À partir de ce moment, Stanley Hillis devint un acteur clé du milieu criminel néerlandais. Selon le ministère néerlandais de la Justice, vers l'an 2000, Stanley Hillis, Willem Holleder et Dino Sorrel formaient une sorte de dragon à 3 têtes, assoiffé de sang. Ils auraient été responsables de plusieurs contrats d'assassinat visant des figures importantes du milieu criminel d'Amsterdam. Parmi leurs victimes figurent Sam Clapper en 2000, Jan Famer, Cor van Hout en 2003, Willem Enstra en 2004, John Mirametz, Evert Hinkst et Kees Houtman en 2005, ainsi que Thomas van der Bijl en 2006. Tous étaient des noms redoutés dans le milieu criminel d'Amsterdam. Les 3 hommes auraient été impliqués d'une manière ou d'une autre dans ces incidents, que ce soit séparément ou ensemble. Mais ce n'était pas tout ce dont le ministère de la Justice les accusait. Ils étaient également fortement impliqués dans l'extorsion de chefs d'entreprise, un modèle économique extrêmement lucratif. Willem Holleder, en particulier, en aurait fait une spécialité. À ce stade, Stanley était un homme relativement âgé de 64 ans. Il avait amassé une fortune en vendant des stupéfiants et des armes, mais il était toujours prêt à se lancer dans de nouvelles aventures. Le 21 février 2011, Stanley Hillis conduisait son Mitsubishi Pajero rouge dans le Vissoustraat à Amsterdam. En 2009, la police avait saisi sa voiture blindée après une enquête sur ses biens mal acquis. Depuis, ce Mitsubishi non blindé était devenu sa voiture quotidienne. Ce jour-là, Stanley avait rendez-vous avec son bon ami Donald Groen à midi. La Vissoustraat était assez animée, mais par chance, une voiture quittait une place de stationnement, et Stanley put s'y garer. Sa voiture se trouvait juste à côté d'une remorque portant le nom de l'entreprise Willemse Betonboring Zaandam. Faites bien attention à ce détail. Stanley était assis sur la côté droit de sa voiture, qui avait une configuration britannique. Une fois garé, une Volkswagen Transporter grise se gara juste derrière lui. Un homme en sortit, se dirigea vers le côté droit de la voiture et sans aucune hésitation, ouvrit le feu. Après enquête, on dénombra au moins 37 balles tirées. Dans son véhicule non blindé, Stanley n'avait évidemment aucune chance face à une telle puissance de feu. Bien que cela se soit passé en plein jour, l'après-midi, dans une rue fréquentée, l'assaillant prit tout son temps. Il retourna même à son transporteur, rechargea son arme et fit un nouveau feu sur Stanley Hillis. Après être remonté dans le transporteur, l'agresseur apparemment mal préparé s'engagea dans une impasse. Sans aucune précipitation, il fit demi-tour, passa à côté du Mitsubishi Pajero, sortit encore une fois de son véhicule et tira quelques coups supplémentaires, comme si les 2 premières salves n'avaient pas suffi. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Vous vous souvenez de la remorque à côté de laquelle Stanley s'était garé, celle avec le logo Willemse Betonboring Zaandam? Eh bien, quelques jours après l'incident, on a révélé qu'il y avait des détectives de police à l'intérieur de cette remorque. Leur mission était d'intercepter la conversation que Stanley devait avoir avec son bon ami Donald Groen. Mais ce n'est pas tout. Un hélicoptère de police survola la zone pour surveiller la rencontre et tout enregistrer. La Vissoustraat était remplie de policiers en civil, garés dans leurs véhicules, et même, à quelques rues de là, une équipe d'arrestation complète était prête à intervenir. Malgré tout ce déploiement, des unités de police si proches de la scène, le tireur a pu agir sans entrave. Ouvrir le feu à plusieurs reprises, entrer dans une impasse, faire demi-tour,
tirer encore et finalement s'échapper sans être inquiété. Une situation incroyablement troublante. La police a plus tard affirmé qu'une voiture de patrouille avait poursuivi la Volkswagen Transporter, mais malgré tous les efforts de l'agent, le tireur a réussi à s'échapper. Le policier a déclaré qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait. Mais était-ce vraiment le cas? Il n'a pas demandé de renfort, alors qu'il y avait de nombreux agents dans les environs. Après avoir perdu la trace du transporteur, il est tout simplement retourné sur les lieux où se trouvait Stanley Hillis. Et si cela ne suffisait pas à rendre la situation encore plus stupéfiante, l'hélicoptère qui supervisait toute la zone ait lui aussi perdu la trace du transporteur. Après avoir entendu tout cela, on ne peut s'empêcher de penser que la police a simplement laissé faire. Un grand criminel éliminé du paysage. Cela donnait l'impression qu'ils étaient presque satisfaits de laisser les événements se dérouler. Mais pourquoi étaient-ils tous là au juste? Pourquoi n'ont-ils pas arrêté Stanley avant que tout cela n'arrive? Et peut-être encore plus troublant, comment le tireur a-t-il été informé de cette rencontre? L'avocat de Stanley a déclaré aux médias que ni son client ni Donald Crown n'avaient parlé à quiconque de ce rendez-vous. Donald Crown a été arrêté sur place, mais il n'a pas été considéré comme un informateur de la police. Stanley Hillis était déjà étroitement surveillé, et il est très probable que la police ait intercepté des informations concernant cette rencontre. Ces informations auraient pu, volontairement ou involontairement, être partagées avec la personne qui voulait la mort de Stanley. Cependant, le directeur du Bureau national d'investigation des Pays-Bas a fermement nié cette théorie dans une déclaration aux journaux néerlandais. Il a affirmé « Toute cette opération ne mérite certainement pas une médaille, mais dire que nous sommes impliqués de ce meurtre est une absurdité totale. » Cela marque la fin de cette vidéo. L'histoire de Stanley Hillis. Qu'en pensez-vous? La police a-t-elle été impliquée dans ce qui est arrivé à Stanley Hillis ou non? Discutons-en dans les commentaires. Je suis curieux d'attendre vos avis. Pour ma part, j'ai bien sûr mes propres réflexions sur cette affaire. À la prochaine.